Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous parle. Alors, le 11 novembre marque un très grand jour, celui de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. On parle ici du jour du souvenir de ce conflit sanglant qui a coûté la vie à tant de millions d'hommes entre 1914 donc et 1918. On parle aussi d'autres guerres dans le sillage de tout cela. Mais si la mémoire est encore célébrée au Canada, qu'en pense-t-on au Québec alors qu'une partie de sa population y voyait une guerre menée par Ottawa? Et au-delà de ce rapport trouble, quelle est notre relation à la guerre en général, au sacrifice, à la mort et au tragique? Et pour finir, que vaut notre pacifisme à l'aune de toutes ces questions-là? Réflexion avec Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, j'essaie de vous loger quelque part dans cette question parce que vous avez une réflexion très originale et intense, une réflexion profonde sur le tragique, la mort. Mais en même temps, vous êtes québécois déclaré indépendantiste, et donc les guerres menées ou déclarées par Ottawa sont-elles de votre fait en tant que Québécois ou pas? En fait, c'est une question très intéressante parce que je crois que la conscience historique québécoise est un peu écartelée autour de tout cela. La Première Guerre mondiale, dans la mémoire collective, je dirais pour les gens jusqu'à ma génération, je ne saurais parler pour les suivantes, mais à tout le moins dans ma génération, c'était le cas. La Première Guerre mondiale nous était présentée sous le signe de la conscription, fondamentalement. C'était la crise de la conscription. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre qui était, encore une fois, du point de vue, je dirais, de nos premiers enseignements, absolument nécessaire, la lutte contre le mal hitlérien, la lutte contre le nazisme, et au même moment, c'était la deuxième crise de la conscription. Donc, c'était une guerre à laquelle il fallait participer, mais donc qui était légitime, mais notre manière d'y participer révélait quelque chose de notre oppression nationale. Peut-on y rajouter la guerre des bourgs en 1898? La guerre des bourgs n'entre pas dans le grand récit du 20e siècle des guerres nécessaires pour sauver la démocratie. D'accord. La Première Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est une guerre qui de manière un peu artificielle quelquefois, on la transforme en c'est la première grande guerre démocratique et la deuxième guerre c'est la deuxième grande guerre démocratique. La première guerre est une guerre à bien des égards. Je dirais c'est la fin du système du 19e siècle. C'est une guerre entre des empires. Nous aurions tort d'y voir quelque chose comme une pré-deuxième guerre mondiale au sens où je dirais les mêmes enjeux idéologiques s'y joueraient. Et d'ailleurs toutes les chancelleries qui s'étaient donné le change et qui avaient fait de la surenchère d'agressivité à l'été 14 ne se rendaient pas compte qu'elles entraient dans la première guerre moderne. Elles pensaient que ce serait pas une promenade de santé, mais une guerre classique. Une autre de ces guerres classiques qui ne risquait pas de bousculer le système européen dans son ensemble. Certains l'avaient vu, ça veut dire, faut pas se tromper. Mais fondamentalement, il y a, je dirais que les deux guerres qui, par ailleurs, si on décide de faire une histoire, d'avoir un point de vue européen sur les deux guerres mondiales, on peut y voir je crois que De Gaulle disait une nouvelle guerre de 30 ans. Donc ça, il y aurait du vrai. En rapport avec celle de 1618 à 1648. Oui, c'est-à-dire une espèce de ces grandes guerres qui divisent le continent. Donc il dit... Et qui déciment. Il y a 30% de la population européenne a été tuée là-dedans. Donc il nous dit une guerre de 30 ans. Donc il voyait la même guerre. Donc d'un point de vue européen, c'est la même guerre. D'un point de vue québécois, ce n'est pas la même guerre, bien évidemment. Et je crois que dans le rapport des Québécois à la guerre mondiale, aux deux guerres mondiales, je crois que nous sommes de ce point de vue-là, encore une fois, prisonniers de notre perspective provinciale. Parce que d'un côté, quel est le propre du provincial? C'est qu'il ne participe pas au monde dans son propre nom. Il ne le signe pas, oui. Donc, par rapport au monde, nous avons une vision souvent exagérément morale. Nous ne voyons que les enjeux moraux. D'où notre pacifisme, du reste. Ou encore, quand on parle des gens qui sont... moi, ça me frappe beaucoup le discours ces jours-ci, des gens qui sont morts pour. Alors là, en France, on dira mort pour la France. En Grande-Bretagne, on dira mort pour la Grande-Bretagne et l'Empire. On rajoutera à chaque fois la démocratie et la liberté, mais on dit la France et la Grande-Bretagne. Au Québec, rares sont ceux qui disent des soldats québécois qui sont morts pour le Canada. On dit mort pour la démocratie, mort pour la liberté, mais la figure du pays apparaît assez rarement dans les discours publics à Québec. À Ottawa, c'est autre chose. Permettez-moi de vous interrompre, Mathieu Bocoté. Vous connaissez John McCrae, cet officier canadien qui a écrit ce poème In Flanders Field, que tout le monde connaît au Canada anglais, et ça a été traduit. J'ai la traduction ici. Permettez-moi de vous la lire. Ça va tout à fait dans ce que vous dites. C'est un très beau poème, entre parenthèses. Et là, c'est le major Jean Parizeau qui en a fait la traduction française. C'est pas très long, Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers.
désabusés. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder le fond de l'âme, le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Donc c'est Flanders Field, traduit en français, adapté en français par Jean Parizeau. L'original est de John McCrae, que les Canadiens anglais connaissent très bien. Il n'y a aucune référence au pays, à la nation. Non, mais c'est le propre d'un pays qui n'existe pas. D'ailleurs, il faut bien se souvenir, les Québécois, par exemple, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la première aussi, refusaient d'aller mourir soit pour les guerres européennes, mais surtout pour l'Empire britannique. C'est-à-dire, nous, peuple vaincu sous le joug britannique, bien que nous disposions d'une liberté parlementaire acquise sous le régime britannique, nous ne voulions pas mourir pour la Grande-Bretagne. Sauf que l'allié de la Grande-Bretagne, c'était la France. Eh ben voilà, ça c'est la première guerre. Surtout la deuxième, ça va se poser autrement. Alors, ça va être une figure comme Oliver Asselin. Oliver Asselin, figure magnifique. Oui, qui va vouloir bâtir un régiment pour aller se battre au moment de la Première Guerre pour sauver la France. Alors, nous voulons sauver la mère patrie et se porter à la défense de la France. C'est une manière, au moment de la Première Guerre mondiale, dans le cas d'Oliver Asselin, de rappeler un point de vue canadien-français, on aurait dit à l'époque, sur le monde. Il y a une beauté là-dedans dans cet engagement héroïque, c'est-à-dire nous allons mener cette bataille en notre propre nom et c'est ainsi qu'on va confirmer notre valeur au monde en disant que nous nous battons pour sauver la France. Pas pour l'Empire, mais pour sauver la France. Il y a quelque chose d'assez remarquable là-dedans. Ça a abouti ou c'était juste un projet? C'est-à-dire Oliver Asselin menait l'entreprise. Mais ce que je note toutefois, c'est que lorsqu'on revient sur l'histoire du 20e siècle, et je notais la différence tantôt entre les deux guerres, c'est que je crois que la notion Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, donc ça témoigne d'une conscience mondialisée. Mais ça ne rend pas compte de la différence profonde entre ces deux guerres, et je vais vous donner un exemple. Dans l'imaginaire québécois. Au-delà de ça, je pense, partout en Occident, dans l'imaginaire québécois, je pense que les deux guerres sont appelées à, vous savez, on a une conscience internationale assez confuse ici. Il y a un film qui m'a marqué profondément, que j'ai trouvé d'une grande beauté, le film Joyeux Noël, qui est une espèce de, certains y voient un éloge du pacifisme, je crois pas que ce soit la bonne manière de le décrire. Ça nous décrit la fraternisation, la fraternisation des tranchées à Noël 14. Et ce qui est assez intéressant, il y a une scène, moi, qui me fait pleurer presque. Je dis presque. C'est lorsque, il y a la fraternisation, on échange un peu de chocolat, on échange un peu de pain, on fait des chansons. Et finalement, comment les hommes se rassemblent-ils autour d'une messe? Autour d'une messe, tous ces gens qui s'entretuaient le matin et qui s'entretueront peut-être le lendemain, communient néanmoins sous une même civilisation, sous le signe de la croix. On peut appeler ça la trêve de Dieu. Oui, vous pouvez le dire ainsi, c'est une manière de le dire. Je dirais pour les croyants, mais même pour ceux qui ne sont pas croyants, on pourrait le dire ainsi. Je dirais la trêve de la croix peut-être. Mais c'est une scène merveilleuse parce qu'on voit la part tragique, c'est-à-dire des hommes qui communient une même civilisation. Des hommes, et on voit la tension d'ailleurs dans le rapport religieux dans le film, c'est-à-dire que les prêtres en chaque pays disent nous devons éliminer les barbares et Dieu soutient nos armes et nos baïonnettes, mais sur le front, tous ces hommes sont capables de prier à travers les codes de la même religion. Je trouve que c'est une scène merveilleuse et ça nous dit à quel point la Première Guerre est une guerre qui suicidaire de la vieille Europe, alors que la Deuxième Guerre mondiale est une toute autre guerre. Je dirais que ce n'est plus la vieille Europe qui s'entre-déchire. C'est, d'une certaine manière, c'est les forces maléfiques du totalitarisme qui se tournent contre ce que l'Europe pouvait avoir de mieux. Écoutez, pour revenir au Québec, Mathieu Bocoté, il y a pas eu de guerre ici, enfin la dernière, en tout cas au Canada, c'était en 1812, puis il y a pas eu ensuite... Au 1837-38 c'était des révoltes qu'on a matées. C'était pas une guerre. C'est un instant. C'était des rébellions qui ont été matées. Ce sont des rébellions, mais ceux qui se sont fait brûler leurs granges, ceux qui se sont fait pendre, c'était l'amorce d'une guerre révolutionnaire qui a avorté. Oui, je veux bien, mais c'est pas une guerre de plein droit, si je veux dire, comme la Première Guerre mondiale ou même la guerre de 1812. Non, je comprends. Mais Mathieu, la figure du soldat au Québec est inexistante presque. Il y a le 22, vous savez, le régiment, le Royal 22e. Le Royal 22e, que les Anglo appellent 22. Il y a aussi, je pense à une pièce de théâtre, Un simple soldat de Marcel Dubé, qui parle de ce soldat qui va à la guerre de Corée et il va tuer du monde. Et la mère ne peut pas comprendre ça. Autrement, on n'a pas de l'imaginaire. On n'a pas la figure du soldat chez nous. Mais tout simplement parce que la figure du soldat doit être instituée dans une culture. Or, oui, avec des guerres.
Faut pas inventer un soldat comme ça, à partir de rien. Non, mais bien, il doit avoir son uniforme. Il doit avoir sa propre histoire militaire pour exister comme soldat. Or, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas soldats pour nous-mêmes ici. Nous sommes soldats pour un autre pays, ou par ailleurs, le Canada, ou par ailleurs, nous avons, il faut le voir, pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, l'armée est une machine d'anglicisation incroyable. Oui. Alors, rentrer dans l'armée, c'est souvent faire le sacrifice, sauf pour certains, c'est faire le sacrifice d'une part assez intime de son identité. Alors, mais je dirais une chose, c'est que la figure du soldat, effectivement, n'est pas incorporée dans notre culture, sauf dans une forme de patriotisme militaire enfantin qu'on voit surtout à Québec. Mais là où on parle, il y a une forme d'étrange patriotisme militaire à Québec. Mais la figure de l'armée est présente dans notre culture, et l'armée, vous le noterez dans notre histoire, c'est ce qui nous tombe dessus. Je pense par exemple aux émeutes, à la répression des émeutes. Avant ça, la répression des émeutes anticonscriptionnistes au moment de la Première Guerre mondiale à 1915, Québec. Je crois. Il y a eu des morts là-dedans aussi. Et ensuite, donc à Québec, c'est quand même, on l'a chassé de la conscience collective, mais c'est un moment important. Oui. Ensuite, octobre 70, l'armée dans notre histoire, c'est ce qui vient d'ailleurs pour nous mater. Évidemment, ce n'est jamais une répression, je dirais, à la soviétique. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous vivons selon la formule de René Lévesque, c'est pas le goulag ici. Mais une fois que c'est dit, et Bourassa l'avait une pas pire aussi en disant qu'à l'échelle du malheur des peuples, nous n'étions pas si mal classés. Mais Jean-Paul Desbiens, le frère Intel, dit que les Anglais ont été des nurses avec nous. Bon, alors je n'irai pas jusque là. Ah, c'est lui qui le dit. Hein. Moi, je ne fais que le citer dans les insolences du frère Intel. Mais cela dit, donc l'armée, ce n'est pas nous. Et je crois, sauf effectivement le 22e qui s'est taillé un rôle dans l'imaginaire québécois, mais ça c'est assez fondamental, ce qui explique à bien des égards. Donc je disais tantôt, le propre d'une petite nation provinciale, c'est qu'elle a un rapport purement moral au monde. Et chez les souverainistes, ça m'a toujours frappé, les souverainistes qui eux veulent constituer le Québec comme un État complet. Chez plusieurs d'entre eux, il y a une absence de réflexion militaire. C'est comme si l'indépendance ne permettait pas de gagner des compétences régaliennes, donc l'armée, la puissance, la politique étrangère. la politique étrangère. C'est comme si ça nous donnait les pouvoirs. Ça permettrait de transférer théoriquement tous les montants loués à ces postes budgétaires aux fonctions sociales de l'État. Alors justement, Mathieu Bock-Côté, parlons de la mort maintenant. Comme le soldat, il n'y a pas de figure du soldat dans notre imaginaire. L'armée, c'est l'armée qui vient nous écraser ou qui nous occupe ou nous aliène, etc. Est-ce qu'on escamote la question de la mort là-dedans et la question de ces fonctions régaliennes? La grandeur d'une nation doit passer aussi par une certaine idée de la mort, du tragique. La disponibilité au sacrifice. Je vais vous reprendre une autre formule assez importante. Combien de fois a-t-on entendu des souverainistes, par ailleurs éloquents, lyriques, brillants, intelligents, romantiques, nous dire l'indépendance est la chose la plus importante, mais elle ne vaut pas une seule vie humaine. Je connais. Par ailleurs, c'est pas une bonne idée de tuer des gens, ça y a pas de doute là-dessus non plus que de mourir. Mais bien que ça finisse par nous arriver dans le deuxième cas. Mais cela dit, comment je dirais ça? Je connais aucune autre nation dans le monde où on dira que la défense de l'indépendance de la patrie ne vaut aucune vie humaine. Quand on célèbre, aujourd'hui par exemple, c'est intéressant de voir la mutation du sens des commémorations de la Première Guerre en Europe. Parce qu'on vit à l'heure de l'Europe relativement unifiée, parce que les vieux antagonismes nationaux, s'ils n'ont pas disparu, se sont atténués. D'ailleurs, c'était la réforme de Sarkozy, le président français en 2012. On ne commémorait pas seulement l'armistice de 1918, c'était toutes les guerres. Oui, voilà. Alors, et on semble revenir maintenant à une forme de patriotisme. Oui, mais c'est qu'il y a une espèce d'évanescence du souvenir de la Première Guerre, ne serait-ce que ceux qui le portent disparaissent. Bon. C'est vrai. Alors, cela dit, on célèbre quand même des hommes qui ont défendu leur pays, ont mort pour la France. Donc ça, c'est-à-dire que la France est une réalité historique qui mérite qu'on meure pour elle. Là, je vous imagine très bien me répondre la phrase du général Patton qui répond au Patton qui disait dans le début du film qui lui est consacré, on ne gagne pas la guerre en mourant pour son pays, mais en faisant en sorte que les salauds d'en face meurent pour le leur. Bon, c'est une formule qui m'avait amusé. Vous m'arrachez les mots de la bouche, mais j'en ai un autre pour vous, de Edmond Rostand, qui est 1000 fois plus élégante, qui a plein d'imperfects du subjonctif. J'eusse aimé qu'il y eusse des choses qui valussent la peine qu'on leur sacrifia la vie. C'est joli, hein? J'eusse aimé qu'il y eusse des choses qui valussent la peine qu'on leur sacrifia la vie. Il est plus facile de souvenir de Patton. Mais cela dit, jamais on n'entendra la France dire que la défense de l'indépendance de la patrie française ne vaut pas une vie. Et on célèbre ceux qui sont morts pour la France, bien qu'aujourd'hui, avec l'imaginaire de la repentance, on mette surtout de l'avant ceux qui sont morts par la France, hein, ça, cette espèce de volonté. Pour mes pas, oui. Mais cela dit, on
ceux-là qui sont morts pour la France, pour les États-Unis, pour la liberté, pour la liberté, pour la démocratie, mais on nomme l'indépendance du pays. Ici, on a de la difficulté à accepter que l'existence politique puisse valoir l'ultime sacrifice. Ce qui nous en dit beaucoup, je crois, non seulement sur notre confort relatif et notre santé démocratique, ce qui est vrai, mais aussi sur notre peu de compréhension de la nature du politique. J'entends souvent dire, on va simplifier un petit peu Mathieu Bock-Côté, j'entends souvent dire de la part de Québécois même, de Québécois de souche qui disent « on n'a pas assez souffert ici ». Est-ce que vous faites un peu allusion à ça? Est-ce qu'on devrait... Il s'agit pas de provoquer de la souffrance, mais n'ayant pas assez souffert ou souffert mollement, forcément que ça nous enlève un tremplin vers l'indépendance ou une affirmation quelconque. Je vais vous décevoir ici, encore? Mais en fait, je ne vous surprendrai pas, c'est pire. Vous savez que je défends la possibilité d'une indépendance petite bourgeoise et bedonnante, d'une indépendance de corrects propriétaires de classe moyenne. Autrement dit, je crois qu'il y a un chemin vers l'indépendance qui ne passe pas par la souffrance, ce qui ne veut pas dire que je n'accepterai pas des sacrifices pour elle, quand on parle des sacrifices économiques, sociaux, tout ça, faites la liste, mais cela dit, je crois que nous pourrons, dans notre cas, si jamais on réussit un jour, on n'est pas à la veille, mais si on réussit un jour, je crois qu'on pourra se passer de ça, et ce sera le cas d'une de ces indépendances qui se fera l'économie finalement des sacrifices les pires. Que pensez-vous de ce modèle, le Vatican, qui a eu son État en 1929 avec les accords le Concile du Latran? Ça pourrait être un modèle ou pas? On pourrait avoir un concile pan-canadien? Je crois qu'on va quand même se replier vers la vieille stratégie référendaire. Un jour, elle fonctionnera. Mais cela dit, vous avez raison de dire qu'il y a une perte de sens du tragique ici. Et ça, je crois que c'est le propre d'une nation qui a traversé l'histoire un peu à l'abri de l'histoire. Nous avons ce sentiment d'être à l'abri de la grande histoire. C'est une formule d'ailleurs que Denis Arcand prête à Duplessis dans la série qu'il lui a consacrée en disant qu'ici, il ne s'est jamais rien passé. Autrement dit, nous sommes à l'abri de l'histoire. Le prix à payer de cela, c'est que oui, il y a un certain confort, mais en échange, il y a le fait qu'on ne voit jamais que quelque chose de grave puisse arriver. Et pendant longtemps, au moins, on savait qu'une chose de grave pouvait arriver, c'était notre assimilation, notre disparition comme peuple. Et même ça, cette catastrophe possible, eh bien, on l'a transformé en farce, en sujet de moquerie, en préoccupation de pépère. Alors, de ce point de vue, je dirais que il y a une absence du sens du tragique ici qui est assez malheureuse. J'ajouterais qu'il y a peut-être un lien à faire, mais ça, c'est pour une autre chronique, entre le suicide, le nombre démesuré de suicides masculins et ce que vous dites. Ah oui, je suis absolument d'accord. L'absence d'absolu spirituel, de figure héroïque. Qui fait qu'on s'écrase et puis on se suicide soi-même dans la mollesse. Je vois très bien le lien que vous faites et je le fais aussi. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. C'est un plaisir.